Alors, bonjour, enfin bonsoir, on pourrait presque dire, puisque on est l'après-midi. Et c'est vrai que dans un théâtre, parfois, entre le soir, le matin, le midi, on ne sait plus trop quelle heure il est, en plus avec l'obscurité du petit studio. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de nos partenaires, les éditions RS. Je salue la présence de Marie-Françoise Dubois-Sacrisper qui est par là, et également du Centre régional des lettres. Également Nice est par là, oui, voilà. À côté de Claire. Je ne sais plus, je ne vois pas, voilà, voilà. Il y a une place là, si vous voulez vous asseoir, Cathy, si tu veux t'asseoir, il y a une place là. Voilà. Et effectivement, ces petites conférences sociétales, on appelle regard croisé petites conférences sociétales, c'était donc une envie de faire quelque chose ensemble avec les éditions RS, effectivement, qui à Toulouse édite de très belles collections avec de nombreux sociologues, psychiatres, psychologues, etc. Bon, voilà, ces familles-là, et c'est une maison d'édition de Toulouse, extrêmement active, et qui rayonne, on peut dire, bien sûr, au niveau national, et sûrement international dans des traductions, mais ça, on n'en a jamais parlé. Voilà, et puis je remercie bien sûr le CRL avec lesquels nous menons pas mal de partenariats. Et maintenant, il va falloir aller au niveau de la région Occitanie, puisque nos missions se sont développées. Alors c'est l'occasion de discuter avec les invités que nous avons ici. Une très très belle occasion, puisque nous recevons deux créations d'une trilogie écrite, jouée et mise en scène par Simon Abkarian, je vais les citer peut-être rapidement, ou on fera peut-être l'itinéraire de cette trilogie, qui, en tout cas, les deux que nous avons ici, L'Envol des cigognes et Le Dernier jour du jeûne. Donc L'Envol des cigognes qui a été créé il y a une dizaine de jours au théâtre du Gymnase à Marseille, donc une création toute neuve, et effectivement Le Dernier jour du jeûne qui a été créé il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement, voilà, qui a déjà beaucoup été joué dans de nombreux théâtres en France et peut-être ailleurs, voilà. Intitulé, et je l'ai su tout à l'heure, je trouvais que c'était un très beau titre, de tragicomédie de quartier, et en fait j'ai su que la pater-maternité du titre, je trouvais avec ces personnes, revient à Ariane. Je trouvais que c'était, après avoir vu ces deux spectacles, que ça racontait bien, ce titre-là racontait bien ce qu'on ressent, en tout cas en tant que spectateur, face à ces deux créations. Je voudrais saluer Patrick Vinsoussan. Patrick, alors on se connaît un peu moins, même si vous êtes très actif dans le domaine des conférences, notamment avec l'édition RS et avec le cahier Spirale. Ça s'appelle le cahier Spirale. Spirale tout seul. Voilà, avec de très très belles et très étonnantes conférences autour de la petite enfance, et particulièrement, le mot est assumé, le bébé. Voilà. Et donc Patrick est pédopsychiatre à Marseille notamment, et directeur des collections aux éditions RS. Voilà, merci Patrick d'être là. Et Patrick a vu L'Envol des cigognes à la création, en tout cas la 2e ou 3e à Marseille. Voilà. Et puis je ne présenterai pas Ariane Ascaride, que vous connaissez bien sûr, au théâtre un peu moins, très certainement. En tout cas, c'était l'occasion de voir Ariane, là c'est 15 jours à Toulouse, et le plaisir de la voir dans cette maison. C'était vraiment très très agréable pour toute l'équipe du TNT. Et effectivement, Simon Abkarian, comme je disais tout à l'heure, que nous connaissons de par le théâtre, parce que je crois que tu étais venu il y a très longtemps avec le Théâtre du Soleil. Oh, il y a longtemps, oui. Eh oui, mais certains l'ont peut-être vu. Et non, je dis ça parce que tout d'un coup ça m'est revenu, parce que c'était au bord de la Garonne, et qu'il y avait eu une inondation. Pour ceux qui, voilà, des gens qui suivent, une inondation, et qu'on était déjà dans les Atrides.
Hein, tu te souviens, les actrices. Voilà. Ah, vous y étiez, voilà, il y a des gens qui étaient. Ah, voilà. Et effectivement, la Garonne, tumultueuse, avait tout balayé. Et je me souviens que tout ça s'était terminé sur une seule soirée, en tout cas, par une lecture. Vous étiez en costume, une lecture improvisée. Au Théâtre Garonne. Au Théâtre Garonne, qui était tout près. Hein, tout le monde avait. Non, on ne lâchera pas. Ça, c'était le Théâtre du Soleil. Non, on ne lâchera pas. Et les spectateurs et les comédiens se sont engouffrés au Théâtre Garonne. C'était en tout cas une super soirée. Voilà. Quand ça. Une bête sur la lune. Ouais, et une bête sur la lune ici, ouais. Ah, tu vois, il y a des. On suit, hein. Une bête sur la lune. Et certains ont peut-être vu Pénélope ou Pénélope, voilà. Et le menteur avec Laurent. Hein, et le menteur avec Laurent, voilà. Bon, allez. Oh, allez. On arrête de parler de moi, Et on ne sortira pas les séries parce que les séries. Voilà. En tout cas, on est ici pour parler, en tout cas, de cette trilogie. Alors Pénélope ou Pénélope, donc, c'était cette femme qui attendait, et on retrouve le boucher dans. C'est le boucher qu'on retrouve dans le dernier jour du jeûne, pour ceux qui l'ont vu. Ce boucher, effectivement, on ne veut pas dire exactement ce qui se passe, parce qu'il y a certains peut-être qui n'ont pas encore vu le dernier jour du jeûne, donc on ne va pas vous dire ce qui se passe. Mais on retrouve ce personnage. Donc, le dernier jour du jeûne, donc voilà, l'histoire des habitants de quartier, entre guillemets, entre parenthèses, qui paraissent heureux, mais bon, on voit bien quand même qu'il y a des choses. Il y a quand même un petit diktat de la tradition qui est là et qui commence, je vois que tu dis, ouais, la tradition quand même qui est là et qui, en tout cas du côté des femmes, qui s'exprime on parle beaucoup d'amour, de désir, de sexualité, enfin on parle beaucoup de tout ça, dans le dernier jour du jeûne, et bien d'autres choses bien sûr, mais c'est très présent. Et puis l'envol, la guerre de ce quartier, ce même quartier, voilà, et également dans l'envol, c'est aussi ce qui se passait avant, on dit aussi avant, il se passait ça, et maintenant c'est comme ça, on fait avec, etc. Donc ce sont les mêmes personnages à peu près, entre le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes. Voilà. Et dans ces trois spectacles, en tout cas dans les deux derniers, c'est encore plus présent puisque on les a vus il y a très peu de temps. Effectivement, il y a à la fois dans ton écriture, Simon, cette brutalité, qui dérangeante, et puis en même temps ce lyrisme comme ça, éblouissant. Donc on est confronté à tout ça. Donc on est là pour parler de tout ça. Alors allons-y. Alors bon, je vais lancer une petite phrase et puis après, sans part de. J'ai retenu une phrase que dit Nouritsa. Nouritsa, c'est pas une déesse mère, mais c'est quand même quelqu'un qui est entre les dieux et les hommes. Elle est juste née 7 jours avant les muses. Voilà. Mais quand même, elle pèse de tout son poids dans la réalité. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il me semble que c'est ce personnage qui dit « Personne ici n'était fait pour les armes, et pourtant, nous les avons prises. » C'est pas exactement ça. Ah, alors, c'est bien, voilà. Personne ne m'a demandé à moi si je souhaitais que mes enfants prennent les armes. Personne n'a demandé à ceux qui fuient s'ils souhaitaient l'exil plus redoutable que la guerre tueuse d'hommes. Pas la même chose. Ouais, c'est un livre. Elle connaît bien son texte. Ça va, Parce que moi, cette phrase, d'ailleurs, c'est ce texte-là, c'est quelque chose qui, pour moi, résonne chaque fois que je le dis, qui résonne terriblement pour moi, parce que je trouve que quand Simon écrit ça, c'est d'une justesse inimaginable. C'est-à-dire que on est mis face à une situation, ces gens-là, ces personnages-là sont mis face à une situation que la situation de la guerre. Et par les temps que nous vivons aujourd'hui, ici en France, où on dit à plein de gens de retourner chez eux et qu'on ne les veut pas et qu'on est chez nous, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça formidable d'avoir la chance, sur un plateau de théâtre, de pouvoir dire qu'on ne choisit pas l'exil. Ou on le choisit en fin de course. C'est pas quelque chose qu'on veut. Il n'y a rien de plus terrible que de perdre son pays, que de perdre ses racines, que de perdre sa langue. Enfin, on les perd pas obligatoirement, mais on les met dans un coin, on les met dans un sac.
vous savez, il y a une vieille poésie française qui dit, que Fernandel disait, qui est, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous pouvez trouver ça sur Internet, ça s'appelle l'accent. Et qui dit, l'accent, on l'a toujours, il est collé à nos chaussures. Et voilà, et quand nous on parle, c'est pas nous qui avons un accent, c'est vous qui en avez. Et je crois qu'il faut jamais oublier ça et se dire que le choix de partir de son pays, de s'échapper de sa mère patrie, parce qu'il y a, voilà, enfin mère patrie ou mère pays, je sais pas comment on dit, c'est pas du tout, ce n'est jamais facile. Et de se retrouver dans un autre pays et de devoir tout recommencer et de souvent ne pas être accepté, ça demande énormément de courage, quoi. Énormément. Et en plus, il y a ceux qui ne peuvent pas partir. Parce que c'est pas possible. Donc, la guerre, c'est aussi ça. C'est ceux qui arrivent à partir avec une douleur extrême et ceux qui sont obligés de rester avec une douleur extrême. Voilà, donc moi, quand je dis ça, c'est vrai que chaque soir quand je dis ça, j'ai même des visages de gens que je connais qui passent dans ma tête parce que je ne sais pas, justement, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais disons que j'essaie de mesurer ce que ça veut dire et voilà. Et c'est pas un choix, enfin, des fois c'est un choix, des fois c'est pas un choix, des fois c'est la réalité qui, disons que c'est la réalité qui vous oblige à faire un choix. Voilà, comme elle dit, moi, on m'a pas demandé à moi si je voulais que mes enfants se prennent une mitraillette, prennent une kalachnikov ou une chose comme ça. On m'a rien demandé. Et en tant que mère, c'est pas ça qu'elle a souhaité. Quand on voit le dernier jour du jeûne, bon, elle a effectivement une image, elle a un peu un problème avec les gens qui lisent, mais ils lisent trop, mais elle, ce qu'elle veut, c'est que ses enfants soient heureux dans leur maison, dans le quartier, qu'on se parle avec les uns, les autres, juste qu'ils soient dans la lumière, quoi. Et ils vont tomber dans l'obscurité. Tout à fait, et effectivement, on voit bien à la fin de l'envol des cigognes, quand d'ailleurs Théos enlace ses filles, et on sait que là, c'est le moment de la séparation, et que c'est Zéla, oui, qui va partir, qui va partir. On sait que c'est la séparation, hein, l'envol des cigognes, c'est le moment de la séparation, et c'est là qu'il y a toute la langue de la tragédie, qui est très très belle à ce moment-là. C'est terrible, c'est très beau et c'est en même temps, voilà, c'est une tragédie. Mais je pense que c'est une tragédie, vraiment. Il y a un monsieur qui veut pas poser une question. En même temps, Théos tend son arme à Elias dans le dernier jour du jeûne. Oui. Ouais. C'est une question Il y a un point et une virgule à la fin. Oui, alors, c'est quoi, c'est une question ou c'est un reproche? C'est une remarque sur la complexité des choses. Voilà, la complexité. Voilà. Alors, tout à fait. la guerre civile a commencé au Moyen-Orient, en tout cas au Liban, parce qu'il n'y avait pas justement de canaux légaux et organisés par un État. Donc les gens se faisaient vengeance eux-mêmes. Et à force de faire vengeance eux-mêmes, ça a donné la guerre civile. C'est ça que j'essaie de dire. Les gens ils disent c'est dégueulasse qu'il donne. Bien sûr que c'est dégueulasse qu'il ait tué le boucher lui-même, etc., etc. Mais la guerre civile débouche parce qu'il n'y a pas de justice humaine organisée autre que la vendetta et que le lien du sang. Il n'y a pas d'analyse du crime. Il n'y a pas d'analyse du tout d'ailleurs. C'est tu violes un enfant, je te tue. Il n'y a pas de dire d'où vient ce mal, d'où vient cette pulsion qui est. Voilà. Après, bon, et c'est pour ça que souvent les orientaux, moi je viens de là-bas, du Moyen-Orient, nous prennent nous pour des bisounours parce qu'on essaie de comprendre. Et ils disent ça c'est incompréhensible, à partir du moment où tu essaies de le comprendre, tu le cautionnes. Donc non, tu le tues. Et moi je dis non,
Tu le tues, ça donne la guerre civile, ça donne des morts multipliés par 100 000. Regardez la Syrie, ce qui se passe. Et quand vous regardez ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, bien sûr qu'il y a les histoires géopolitiques et les intérêts de pétrole et de gaz et tout ça, mais à la fin, c'est une histoire de couilles. Hein. C'est juste une histoire d'ego masculin qui pose sa force en disant non, je lâcherai pas. Moi, je dis parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Par exemple, des factions pouvaient faire une trêve, et dans la trêve, il pouvait y avoir 2 chefs de quartier de factions différentes qui se tiraient dessus parce qu'il avait regardé la fille un peu trop longtemps et puis ça se tirait dessus et la bataille repartait, alors que les chefs, à un niveau plus haut, avaient essayé d'organiser une trêve. Donc tout ça est bien... c'est vrai que c'est très testiculaire comme réaction, le fait et c'est vrai que c'est ancestral quand on regarde les tragédies grecques, sauf que les tragédies grecques, ils ont fait du théâtre pour en parler, ils ont fait du théâtre. Or, au Moyen-Orient, parfois, ils omettent de se rappeler qu'il y a eu du théâtre, donc une pensée là-dessus, sur l'acte, parce que la pensée, elle vient après l'acte, c'est pas l'acte, c'est pas une pensée qui vient avant un acte. On agit, après on réfléchit comment on peut améliorer la chose. Mais au Liban, et ça continue, hein, et ça va répéter, si ça un jour ou l'autre, c'est des clans qui réagissent violemment, extrêmement violemment, en ce qui concerne pour régler des histoires d'honneur, d'intérêt, et en plus l'honneur, ça c'est encore un autre sujet, parce que l'honneur il s'est réfugié dans le corps de la femme, donc la femme c'est l'honneur pour tout ça, c'est très compliqué, en même temps c'est très simple, simple histoire. Voilà. C'est pour ça qu'il espère qu'il ne va pas prendre l'arme, le petit, mais c'est trop tard, hein. C'est trop tard, il lui a montré l'arme. C'est comme quand il va égorger son fils là-haut sur le mont et le gamin il a vu ses yeux dans la lame briller, dans la lame de son père. Il y a un truc qui s'est fait qui est difficilement réparable, quoi. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est fonder un acte comme ça, fonder une virilité, parce que c'est quelque chose de viril de dire donne-moi ce que tu as de plus précieux, je te donne mon fils. C'est-à-dire au dernier moment, lui il attrape la main. Et c'est des actes qui se répètent sans cesse au Moyen-Orient. En tout cas, au Liban, en Syrie, au Yémen, partout, ça se perpétue, et ce qui se perpétue et cause la mort de tant de gens, quoi. Et c'est tragique, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de catharsis possible à la violence, à un cycle infernal. Si, tant qu'il y aura du théâtre, je pense qu'il y aura de la catharsis. Tant qu'il y aura du théâtre, parce que le théâtre, c'est l'endroit de la réflexion, c'est l'endroit du dire. Et après, cet endroit-là, c'est multiplié par... C'est transformé en d'autres endroits. Il y a eu l'école, il y a eu la littérature, il y a eu l'analyse, la psychanalyse, enfin, je ne sais pas, mais c'est d'autres endroits. Moi, tant qu'il y a des endroits pour en discuter, pour essayer d'améliorer la condition humaine, elle est la bienvenue. Eux, là-bas, ils n'en ont aucune. Il y a la danse, il y a les chants, il y a tout ça, bien sûr, mais... Et puis il y a cette espèce d'emphase comme ça en disant je te donne ma parole. Il la donne en plus la parole, il aurait mieux fait de se mordre la langue ce con, hein, parce qu'il a donné une parole qu'il ne peut pas honorer, et s'il l'honore, c'est au détriment des siens. Patrick, peut-être rebondir sur ça? Je ne sais pas très bien rebondir. Ah alors, parlez. Attention. Non, mais ce qu'on entend beaucoup, c'est la confrontation entre la grande histoire et la petite histoire du quotidien, quoi. Et que c'est en fait le nœud de tout ça, ça se passe dans les sentiments partagés, les émotions entre les hommes, les choses très simples, très banales, mais qui sont fondatrices de notre humanité. Donc c'est l'idée que le quartier, c'est d'une certaine façon une espèce de vision du monde universel, mais que tout se passe déjà là, que tout se passe déjà dans la famille, à l'intérieur, comme ça, dans les liens entre les gens, et puis comme si on faisait ça avec une vision panoramique de cinéma, et puis on s'écarte de plus en plus, et on voit que c'est à une dimension de la planète, mais en fait les choses se sont déjà jouées, simplement entre les personnes, à l'intérieur d'une cellule qui est beaucoup plus intime. Et c'est ça aussi qu'on trouve et qui est difficile à gérer, parce qu'on peut construire des tas de choses autour des façons de penser le monde, de façons de penser l'universel, la pensée, l'humanité, etc. Et très très vite, on se retrouve confronté à ce qui fait nos réactions presque très primaires. Hein. Comment je te sens, qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu m'as pris, qu'est-ce que je te donne, comment tu me traites, comment tu me respectes. Et rien qu'avec 10 mots comme ça, on crée le fonctionnement de l'humanité depuis la nuit des temps.
Et on a l'impression aujourd'hui que tout s'est accéléré, qu'on part sur la Lune, à l'autre bout de la planète, avec nos visions cellulaires et tout, mais on reste dans cette petite boîte. Vous savez, le modèle de Saint-Exupéry et dessine-moi un mouton, quoi. Et puis on peut dessiner 50 000 moutons, de toute façon c'est jamais le bon. Alors on fait une boîte, et là, ben voilà, c'est ça. On a l'impression que notre humanité, en gros, c'est toujours dans la même boîte, quoi, depuis des millénaires. Et peut-être c'est ça aussi, ce qui est assez extraordinaire dans le champ du théâtre, hein. Mais peut-être l'art, globalement, enfin la question de la culture, hein, c'est que ça nous répète à longueur de temps, hein, regarde dans quelle boîte on vit, quoi. Et qu'on oublie très très vite ça. On croit que, on peut faire des tas de choses, on peut se passer, mais très vite on est confronté à des choses toutes bêtes, à des sentiments très... C'est pas primaire, hein, c'est fondateur. C'est pas un truc archaïque qui nous structure comme quand on était dans les arbres en train de nous balancer à des lianes. Hein. C'est ce qui nous structure en tant qu'être humain. C'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon, c'est chaud, c'est froid, c'est chiant, c'est doux, c'est touche pas, prends, donne, enfin. Et je trouve que on revient pas assez à des choses qui sont comme ça, très fondamentales. Et ce que je trouvais dans son théâtre, c'est qu'il dit avec un lyrisme et une emphase extraordinaire des choses d'un quotidien, d'une banalité terrible. C'est ça qui est très fort. Alors justement, dans ces pièces, pendant la guerre, au crépitement des armes répond la vie continue, il y a des mariages, il y a des disputes pour des futilités, etc. Et il y a quand même toujours, effectivement, et ça n'est pas vraiment ébranlé, des femmes qui pleurent et des hommes qui prennent les armes et à la fin qui s'en vont, sauf Astrid, qui elle aussi est considérée finalement comme la femme émancipée, qui est chiante, etc., un peu hystérique dans le personnage. Elle prend les armes et s'en va. Et les autres femmes restent. Et il y a une femme donc qui, elle, s'en va avec ses enfants. Par contre, les maris restent pour se battre. Et celle qui part pour que continue finalement la vie, effectivement, c'est, comment elle s'appelle, son personnage Zéla qui part. Et on sait, comme tu disais tout à l'heure, elle part, et on sait ce qui l'attend. Elle le sait elle aussi, mais nous, encore plus maintenant, on sait ce qui l'attend, quoi. Partir avec ses enfants, et le mari est encore au combat. Voilà, donc c'est... Ce qui est troublant, c'est ça. Mais il faut pas oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont les deux filles de Théos et de Nouritsa. Hein. Ouais. Donc, tu en as une qui part à la guerre, et tu as une qui part en exil. Donc, dans une certaine mesure, c'est aussi raconter quelle est... Qu'est-ce que tu as comme possibilité. Et tu vois, tu viens de dire un truc formidable. Tu viens de dire que Astrid, elle est hystérique. Et ça me plaît beaucoup. Parce qu'elle-même dit que hystérique, c'est une définition donnée par les hommes. Elle le dit elle-même dans l'envol. Mais parce qu'elle est nommée comme hystérique chaque fois dans la pièce. Elle n'est pas nommée comme hystérique. Elle n'est pas nommée comme hystérique. Elle est nommée comme excessive. Excessive. C'est pas la même chose. Tout à fait. Je pense que quand on a la tête sous l'eau pendant un certain nombre de siècles, et quand on sort la tête, on dit... Et la respiration semble un petit peu exagérée, sauf qu'elle était au point de... Ces femmes-là, elles sont au bord de l'apoplexie et de l'asphyxie. Et c'est vrai que pendant la guerre, il y a un truc bien pendant la guerre au Liban, c'est que la sexualité a fleuri. C'est-à-dire que les gens se sont mis à faire l'amour, les jeunes gens, même pas des gosses, juste à baiser, quoi. Et parce que c'était proscrit, les relations sexuelles entre jeunes femmes et jeunes hommes. Du coup, ça donnait des relations sexuelles entre jeunes hommes et jeunes hommes. Mais c'était proscrit. Et dès qu'il y a eu la guerre, tout le monde a commencé à faire l'amour avec tout le monde. Et plus personne ne pouvait rien dire là-dessus, quoi. Parce qu'ils savaient que c'était peut-être leur dernier jour, ces jeunes gens. Donc ça a été bien.
Et quant aux femmes, c'est elles qui ont tenu le truc, hein, c'est elles qui ont tenu le truc, qui ont tenu, comme disait Patrick, le semblant de boîte qui restait comme ça, c'est elles qui l'ont tenu, quoi, parce que les uns étaient occupés à détruire, les hommes qui ne se battaient pas étaient occupés à être prostrés et à être... il n'y avait pas d'autre activité que celle que faire de la guerre ou du marché noir pour les téméraires qui passaient d'un quartier, je sais pas, les Palestiniens, de passant par les Druzes, en passant par les chiites et machin, hein. Et sinon, c'était les femmes qui continuaient à dire fais ceci, fais cela, viens ici, papa là-bas, voilà. Et c'était ça. Donc, ce départ qu'il y a après la guerre, plus jamais la famille sera constituée. Plus jamais. Moi, après la guerre, quand on est parti en 76, plus jamais on s'est réunis tous ensemble. Mon père est mort depuis, il est enterré en Syrie. Et on se réunit manifestement plus jamais tous ensemble. Et c'est pas grave, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on avait encore 2-3 trucs à se dire dans un repas de Pâques ou de choses, quoi. Et c'est dommage que le gars, à mi-course, il n'a pas pu continuer à voir grandir sa fille, ses fils, lui-même grandir en voyant grandir ses enfants, parce que souvent on dit, moi j'ai un garçon, on a avec mon épouse un garçon de 23 ans, et on me dit, un jour, comment t'éduques ton fils? Je dis, c'est lui qui m'éduque, ça m'est sorti comme ça. Et c'est vrai que c'est une éducation à l'envers aussi, c'est lui et elle, l'enfant, qui te dit comment te comporter en tant qu'homme pour lui laisser voilà, un espace qui soit digne de ses ambitions et de liberté, quoi. D'ailleurs, sur la séparation, alors là, vous allez me reprendre aussi, mais attention, donc oui, je crois que c'est au moment de la séparation, il me semble que c'est là, parce que tu vois le spectacle et après tu te souviens pas trop, mais il me semble que c'est au moment de la séparation de Zéla avec son compagnon, enfin en tout cas le père de ses enfants, l'étranger, Zénos, l'étranger, voilà, qui est l'étranger lui-même, hein, puisqu'il a atterri sur l'île de Théos Fedorica. Et effectivement, et je crois que... Alors, je ne sais pas si ça se passe entre eux, ou en tout cas entre notre couple, c'est l'histoire de la langue, et c'est très beau, qui dit quelle langue me faudra-t-il apprendre. C'est dans cette langue... C'est à ma mère, c'est à moi. Voilà, c'est dans cette langue que je promets, moi, de ne pas mourir. Voilà, bon, on pleure tous à ce moment-là, mais... voilà, il y a l'histoire de la langue, dans quelle langue. Et ça laisse présager de toutes les autres langues auxquelles aussi ils vont être confrontés, en gardant leur propre langue. Et je trouve que ce moment est parce que ta langue poignant. Maternelle, c'est celle qui est... D'ailleurs, avec Guédiguian, on avait fait un film qui s'appelait Le voyage en Arménie, où mon personnage disait à son père... mais tu m'as jamais appris à parler arménien. Il lui dit, puisque la mère était française, il disait, mais c'est la langue, on t'a appris la langue maternelle, on dit jamais la langue paternelle, tu vois. Bon, mais c'est parce que quand Zéla elle dit ça, elle dit c'est la langue avec laquelle tu m'as appris à marcher, à parler, à manger, et ça, même si tu peux parler. Tu peux aller dans un autre pays, tu peux très très bien parler une autre langue, ça n'aura jamais la même sonorité. Ça sera jamais pareil. Moi, je peux même le dire par rapport... Moi, je suis née à Marseille. Et c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir quand je joue dans les spectacles avec Simon, c'est parce que je reprends mon accent marseillais. Mais c'est parce que j'ai toujours dit à Paris que j'avais 2 voix. J'ai 2 voix, 2 tessitures, 2 cultures et 2 vocabulaires. Et aujourd'hui, ma mère est morte, mais c'était un truc génial. C'est-à-dire que je pouvais parler comme ça, comme je suis en train de parler avec vous. Puis si le téléphone sonnait, je prenais le téléphone et que c'était ma mère. Je n'avais plus la même tessiture, je disais plus les mêmes mots et je parlais plus pareil. C'est même plus la même syntaxe. Et ça, c'est ma langue. C'est la mienne. C'est celle qui me structure. C'est celle qui fait que j'appréhende le monde, l'extérieur. Je l'appréhende d'ailleurs, pour tout vous dire, pour être tout à fait sincère, quand j'apprends un texte, je le lis d'abord avec ma langue. Et après, je le traduis. Mais d'abord, je le lis avec ma langue, qui est ma langue maternelle. J'écris pareil. Voilà. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Parce que ça, sans le savoir, il y a ce truc-là, quoi.
C'est-à-dire que, d'ailleurs, avec Simon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup se parler. On s'insulte la plupart du temps. mais c'est aussi une chose. Enfin, on s'insulte. Tu m'insultes. Ouais. Je l'insulte. Dans la langue Dans aussi ma langue- des mains. C'est-à-dire Dans que ma langue dans sa maternelle. Dans ses ma mains, langue il y a les mains maternelle. aussi. Dans ma langue Ouais, ça, voilà. maternelle. Mais ça, c'est une chose. C'est pour ça que quand Zélia elle dit ça, c'est vraiment un immense désespoir pour elle. De dire, comment tu m'emmènes au. Ça va être. Tu m'emmènes au pire, tu m'obliges à aller au pire. Et elle lui dit, mais non, mais il y a pire que le pire. Et c'est un déchirement pour cette mère de dire à sa fille, va-t'en. Mais parce que si tu pars pas, tu meurs. Et tu peux pas demander à une mère de dire à ses enfants, reste et meurs. Enfin, je crois. Simon, l'histoire de l'écriture, là, tu dis j'écris quand j'écris. Enfin, Tu viens nous dire un peu plus. Ma grand-mère, elle disait, tu parles une langue de plus, c'est une personne de plus en toi. Moi, je parle 5 langues. Mais c'est vrai qu'il y a le côté oriental fleuri qui est raisonné aussi, mais c'est raisonné d'une autre manière. Et puis il y a, je suis plutôt occidental, j'ai été à l'école jésuite, on en parlait tout à l'heure. J'ai lu Hugo, on nous a enseigné Baudelaire, on nous a enseigné, voilà. Au Liban, il fallait aller chez les prêtres pour avoir une bonne éducation et chez les sœurs pour avoir une bonne éducation. Bref, du coup, il y a des choses que je dis, que je traduis de l'arménien et que j'écris en français. Et parfois, il faut adapter. Par exemple, quand le boucher dit Nouritza, elle était. En plus, c'est pas. Ma grand-mère disait, moi, je suis né 7 jours avant le diable. Elle disait pas, je suis né 7 jours avant les muses. Moi, j'ai mis les muses parce que le diable, il m'emmerde. Donc, j'ai mis les muses parce qu'en plus, elles sont 7 ou 3, ça dépend selon les écrits. Et puis, plus il y a de filles, plus on rigole, quoi. Et lui, le proverbe dit, parce qu'il y a des proverbes, pour ceux qui ne sont pas misogynes, parce qu'il y a beaucoup de proverbes misogynes aussi chez nous, qui dit, elle est tellement forte qu'elle t'amène à la mer, elle te ramène que tu as toujours soif. Sauf que l'eau de la mer, on ne la boit pas. Donc je me dis, à la place de dire mer, j'ai remplacé fontaine. Elle te ramène à la fontaine, elle te ramène que tu as toujours soif. Mais c'est vrai que c'est traduit, et aussi, parce que c'est un exil aussi, une langue. Tu t'exiles d'une langue à une autre, ou d'une pensée, et tu mets ta pensée par écrit. Et je crois que quand on parle de ça, la première chose dont on s'exile, même quand il n'y a pas la guerre, c'est de sa mère dont on s'exile. On commence à sortir d'elle, on commence à marcher jusqu'à ce qu'on s'émancipe, on marche, on parle, on pense, on refuse, on accepte, ce que tu disais tout à l'heure. Et moi, mon premier exil, c'est d'être m'arraché à ma mère. C'est ma mère. Tu devrais l'appeler ta mère. Mais c'est vrai. Et souvent, on dit... on met en avance le père, moi c'est ma mère qui m'a fait, c'est elle qui m'a fait. Et quand je regarde l'éducation de notre fils en commun, le garçon, s'il fleurit comme il fleurit, c'est grâce à sa mère. Et je dis pas ça parce qu'il y a des filles où je vais te faire la flagornerie, mais c'est vrai que quand le premier voyage que tu fais, quand tu pars vivre avec une autre femme et que ta mère te dit, tu habites ici ou avec elle? Tu dis, maman, un peu ici, ça n'existe pas, un peu ici, un peu, c'est là-bas ou ici? Tu dis, c'est là-bas. Elle te dit, ah, j'avais préparé ta valise. Elle te donne ta valise, elle pleure. Parce qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que la pire des choses, c'est l'oubli. C'est pas que Zéla, elle est en train de dire à sa mère, et sa mère est en train de faire dire à sa fille, plutôt, ne m'oublie pas. Pars, mais ne m'oublie pas. Et comment tu vas te rappeler de moi, c'est le parler. Et c'est vrai que quand on est en pays étranger, que tu vois au fin fond du Tibet ou de l'Inde, et tu vois un Libanais ou un Arménien qui parle ta langue, tu entends l'arménien, tu fais ah, ça sonne, t'es ébloui. Après, bon, tu retombes dans la mélancolie et dans la dépression. C'est parce que tu as perdu quelque chose, définitivement. Une communauté dans un pays comme la France qui essaie de se réunir, faire des écoles pour apprendre la langue, et pour pas que, parce qu'on sait que c'est par la langue que ça va passer, l'oubli, la mort va passer par l'oubli de la langue, donc on s'attelle. Mais c'est hyper dur, quoi, de dire à des gamins qui vivent en France, apprends l'arménien, apprends l'hébreu, apprends l'arabe. En plus, quand c'est fait intelligemment, parce que parfois ça peut être fait un peu pas intelligemment, mais
c'est vrai que la menace de disparition, elle est dans la disparition de la langue aussi. Bon, ça c'est un autre sujet. Patrick ? C'est trop de choses, quoi. C'est autre chose, là, tu peux aussi. Je pensais, il y a une pensée de Pascal qui dit quelque chose comme ça, qui dit qu'est-ce qui fait qu'on est toujours à crier, à rechercher avec avidité quelque chose qu'on a perdu, dont on ne sait pas très bien comment le qualifier, et qu'on recherche incessamment pendant toute notre vie. Et il y a quelque chose de ça, quoi. Il y a de toute façon un exil, le premier, avant même de partir dans la géographie du monde et de quitter des pays, etc., qui est, comment il appelle ça, Boris Cyrulnik, il dit le premier déménagement écologique. Donc on est déjà sorti du ventre de sa mère. Il y a déjà là quelque chose qui est structurant en soi. Après, c'est peut-être aussi nos histoires à nous, parce que je dis nous, parce que moi aussi je suis un peu dans cette tradition et ces cultures-là. Moi je suis né au Maroc, j'ai vécu 10 ans là-bas, donc j'ai aussi une histoire un peu très orientaliste, mais en plus un brin sémite, donc ça vous en plombe un peu plus, quoi. Et donc le côté, l'histoire, c'est que quand même la figure maternelle, c'est emblématique. Enfin, c'est moi, ma mère m'appelle au téléphone, elle me dit alors mon cœur, comment tu vas? J'ai 60 piges quand même. À chaque fois, pendant quelques secondes, je me dis mais, et puis ça continue. Donc, il y a quelque chose qui est sûrement pas anodin, qui fait qu'on a une façon d'être en lien, une façon de communiquer, une façon très physique, d'être dans la relation à l'autre, de devoir toucher, etc. Enfin, moi, je suis arrivé à Marseille il y a une quinzaine d'années ou un peu plus, quoi. Et pour moi, ça a été une révélation. Je venais de Bordeaux avant. Et donc, vous savez, Aliénor, la grande histoire, les beaux faubourgs, enfin, la Suisse, quoi. Et puis là, je suis arrivé dans un lieu tout à coup, mais j'avais l'impression de retrouver, j'étais incapable de dire quoi, mais je retrouvais quelque chose qui est sûrement en lien avec nos histoires très précoces, quoi. Donc c'était la qualité de la lumière, c'était des odeurs, c'était la façon. J'ai jamais autant embrassé de mecs de ma vie depuis que je suis à Marseille. Pendant des années et des années, j'ai jamais embrassé un seul mec. Il y avait une distance. Et puis là, dès que j'en vois un, je le prends. C'est vraiment bizarre, quoi. Mais maintenant, ça fait partie de moi. Alors que pendant tout un temps, c'était complètement autre. Moi, j'ai fait des études de psychiatrie, de psychanalyse, et puis dans mes études, on disait la neutralité bienveillante, vous savez. Donc, il faut être quand même à distance, vous faites Vous ne regardez pas trop les gens, et surtout, vous ne les approchez pas, quoi. Et aujourd'hui, avec mes patients, mais je passe mon temps à les tripoter. C'est vrai, c'est un changement, et je crois que ça, c'est une histoire et une culture qui fait ça. Et que c'est vraiment très fort. Enfin, on a ça c'est un truc qu'on transmet. Nos enfants, les gens qui sont autour de nous, c'est vraiment important de transmettre ça. Et alors, je reviens à la pièce, on y est toujours d'ailleurs, mais il y a quelque chose que tu inventes, enfin en tout cas qui sort de toi, Simon, c'est cette adoption qui est vraiment un moment où on a l'impression que de toute façon le monde va être sauvé. C'est quand Orna réussit à finalement s'enfuir, arriver dans le quartier, je pourrais dire de Théos, si on peut c'est nommé comme ça, et qu'à ce moment-là, Orna, effectivement, voilà, on sent que les regards malicieux de Nouritsa, de ses filles, de Bava, tout ça, bon, ils ont tous compris ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour Orna. Et là, c'est très très beau. Et il adopte. Donc il y a c'est très très beau, avec elle sort à nouveau, toute nue, sous un drap, donc du ventre de Nouritsa, etc. Ça, je l'ai pas inventé. Alors voilà, j'aimerais bien savoir, parce que c'est un moment où c'est un moment de la pièce, effectivement, où tu te dis, bon, on parle de ça, mais de toute façon, tout le monde va s'en sortir. Oui, tu vois, c'est encore le moment où on peut se dire, bon, super, il y en a pour 3 heures, mais, parce qu'on sait que ça dure 4 heures, mais ils vont s'en sortir tous, ça va pas être si grave que ça, si dur. Et après, bon, voilà. Cette chose-là, la manière d'adopter les gens existe depuis l'Antiquité, en Arménie. Ouais. Je pense en Asie mineure, je pense aux autres pays, mais je sais que ça existe en Arménie, où
la femme se mettait nue sous une grande robe et l'adopté ou l'adopté-eux passait par en dessous ici et sortait par en bas. Bon, c'est un acte théâtral, un acte psychomagique, comme dirait Jodorowsky, qui consiste à mettre en scène et à donner chair à la naissance, avec le verbe aussi par-dessus, la prière qui est toujours là. Dans l'autre pièce aussi, où on défait la parole de l'enfant, c'était une pratique aussi faite quand les bébés ne parlaient pas trop vite. Bon, nous, on n'avait pas accès à la médecine moderne, où tu avais des gens qui se penchaient sur les enfants pour savoir pourquoi ils ne parlaient pas, etc., etc. Sûrement qu'ils avaient subi un choc ou pas, ou voilà. Et ils prennent la clé soit de la maison des gens, soit de l'église, et puis ils font tourner cette fois ci, cette fois comme ça, et puis l'enfant est censé parler après. Peu importe si ça marche ou pas. Peu importe si ça marche ou pas. Ce qui est important, c'est de poser un acte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser un acte. Et c'est vrai que c'est hyper théâtral. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Je l'ai fait comme ça. Et pour l'anecdote, dans la deuxième croisade, le dernier roi et reine de Cilicie adopte un croisé, un homme fait. Et d'ailleurs, dans ses chroniques, il l'adopte comme ça. Et puis après, il coupe la tête de ses parents adoptifs et il prend le royaume. Et Saladin, plus tard, le décapite à son tour, etc. Bon, c'était un sport national à l'époque dans la région, mais les décapitations, ça revient un petit peu aussi quand même ces derniers temps, mais c'est dire que les actes posés, pour moi, c'est la théâtralité de l'acte, il est hyper important. C'est-à-dire que l'adoption, c'est pas seulement une affaire de paperasserie, parce que comme on voit aujourd'hui où les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants passent par des trucs mais kafkaïens pour adopter un môme ou une enfant, alors que là, c'est pas tant ça qui compte, mais c'est aussi, tu as fait cet acte dont tu es obligé d'être son père et sa mère. Tu peux pas y échapper, tu as fait cet acte. C'est pas seulement de signer un papier et dire que tu vas bien traiter l'enfant, etc., etc. Mais c'est vrai que je pense que ça aide aussi l'enfant, quelque part, de passer par un acte psychomagique comme ça et d'arriver à digérer l'adoption, à l'accepter. Il y a plein d'actes comme ça encore. Je peux en nommer plein, mais c'est vrai que tout ça est fait pour faire le bien à l'autre, quoi, faire le souvent, par exemple, chez nous, ma mère, elle nous mettait des livres sous l'oreiller. Elle mettait des livres. Alors, selon le livre qu'eux, ils aimaient, il y a un soufi, j'allais dire, mais un ecclésiastique, un ermite, voilà, du Xe siècle arménien, qui a fait de très belles prières, il met ça sous le coussin, d'autres mettent des couteaux sous les coussins pour chasser le mot. Mais il y avait souvent tout le temps un livre sous le coussin des enfants. Et ma grand-mère, les deux disaient, l'écriture, elle passe à travers l'oreiller, elle va je sais pas, mais en tout cas, dormir sur un livre, c'est très bon. Être entouré de livres, c'est très bon. Être entouré de gens qui savent dire ce qu'ils ont lu, c'est très bon. C'est ça qui est bon. Donc c'est la preuve vivante du rituel que vous allez mettre en acte pour vos enfants, et petits-enfants à partir de ce soir. Alors, la scène du couteau, quand même, moi je me souviens d'une grande psychanalyste qui racontait les frérocités, les difficultés entre frères et sœurs. Et donc à la naissance d'une petite sœur, un petit garçon qui avait 3 ans, et on trouvait qu'il était sensiblement sympathique avec la naissance de sa petite sœur. Et un jour, ils font une réception, un week-end, et ils vont chercher la ménagère pour servir tout le monde, et plus aucun couteau dans la ménagère. Donc ils se disent, merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, quoi. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et longtemps après ça, en fait, quand c'était une petite fille qui était née, elle était dans un couffin et on lui change pour avoir un lit un peu plus grand, et donc on enlève les matelas du couffin, et tout en dessous, sur le bois du couffin, tous les couteaux étaient comme ça. Donc il y a aussi quelque chose du fait de cette transmission comme ça très subtile qui touche ces espèces de rituels de transmission, mais qu'on retrouve dans tous les champs, pas simplement des mamans aux enfants qui je te transmets d'une certaine façon la bonne parole, des choses qu'on ne dit plus aujourd'hui, les valeurs familiales et des choses comme ça, les choses qui sont importantes, et qui sont de véritables objets de transmission,
Mais ça, c'est les gens qui font de l'ethnopsychiatrie ont beaucoup théorisé là-dessus, sur le rituel parlant. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un acte. L'acte est beaucoup plus symbolique que la parole. Faire quelque chose, montrer quelque chose avec ses mains, c'est quelque chose de puissant. Il y a un psychanalyste qui s'appelait Racamier, qui racontait, il reçoit un jour un type jeune de la rue et qui est vraiment très mal fagoté, qui n'a pas bouffé, qui n'est pas bien, qui a des pompes toutes déchirées, etc. Et puis le type vient en disant, voilà, il a des souffrances, des difficultés, bon bref. Et à la fin de la séance, donc le Racamier lui dit au revoir, et au moment de partir, il lui dit attends, il le regarde, il enlève ses pompes et il lui donne au bonhomme comme ça. Et il théorise là-dessus presque l'entièreté d'un bouquin sur ce qu'il appelle l'acte parlant. Et il dit que la seule chose que je pouvais non pas dire, mais faire à ce moment-là, c'était lui donner des chaussures. Lui donner des chaussures. C'est-à-dire lui permettre de repartir d'un bon pied dans la vie. Et lui dire que je suis là, quoi. C'est pas de la parlotte, c'est un truc. Il faut que ça ait de la chair. Et là, le bonhomme en face, il comprend qu'il y a quelqu'un qui est un témoin, qui est bienveillant, qui est attentif, qu'il y a des gens qui sont respectueux de l'autre, même quand il est dans la rue, et que c'est important, c'est une figure de l'honneur, de la présence, enfin, des tas de trucs qui... Pas un mot n'a été dit. Mais par ce geste-là, il permet que quelque chose continue, et puis il dit anoblir celui qui est en face de soi. Et ça, c'est des choses importantes comme ça. Le théâtre, c'est que ça. Ben oui. Le théâtre, c'est que ça. C'est souvent les gens disent vos personnages, ils sont tous forts, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux. Mais parce que parfois je dis aux gens qui jouent, je leur dis n'essayez pas de jouer le chef du quartier ou le héros. C'est la personne en face de vous qui va faire de vous une héroïne ou un héros. Vous n'avez pas besoin de vous gonfler puisque vous êtes. Si l'autre en face de vous va juste plier un genou ou avoir un geste, pas de soumission mais de respect envers vous, qui est toujours du théâtre, vous n'aurez plus besoin de le jouer. Et le problème, c'est que parfois dans le monde, on arrive et on est obligé de surjouer sa misère ou sa détresse pour que l'autre enfin daigne entendre. Et la grande noblesse dont parle mon camarade Patrick, c'est de dire, avant même que le geste de demande soit effectué, qu'il ait dans les mains une paire de pompes. J'appelle ça du panache et de l'élégance. C'est-à-dire que des gens qui arrivent à donner quelque chose à quelqu'un qui n'arrive pas à le dire. Avant même qu'ils le disent, parce qu'il n'arrive pas à le dire parce qu'il risque de s'écrouler en le disant, et il risque de se diminuer après l'avoir dit. Avant qu'il y ait écroulement et diminution, on lui dit « Moi j'ai ça », sans rien dire d'ailleurs. Voilà. Et dans le regard, ça passe très vite. Il peut y avoir quelque chose de dire ça, et de tout réjouir. De tout réjouir parce que quand les gens ils disent comment je dois faire. Si tu es bienveillant, tu trouves le geste et la parole et le son juste qui va faire que ça va se faire. Si tu es bienveillant. Et la bienveillance, elle a son immédiateté, son inspiration qui ne peut pas être contournable. Et c'est pour ça que moi je respecte beaucoup les artistes et les médecins, hommes, femmes qui soignent, parce que nous sommes quelque part nous aussi les conteurs, les gens qui essayons de soigner des choses qui sont pas dites et qu'on n'ose pas dire et qu'on dit pour nous et qu'on dit pour eux et on se tend le miroir de nos frustrations mutuelles. La frustration c'est bien si elle est reconnue. La frustration si elle reste frustration, si elle reste coincée, il faut un long bout de bois pour enfoncer là-dedans et vomir, quoi, et c'est jamais agréable. Et alors, il y a un personnage qui est qui est vivant, qui est vivante, c'est Sandra dans le dernier jour du jeûne. Ouais. Voilà. La femme au livre, ma et sœur. Ta sœur, la sœur de Doritza. Et après qu'on voit qu'il y a une présence un peu fantomatique, mais j'ai pensé à elle quand tu parlais de bienveillance, et qui finalement titille un peu les vivants, mais toujours pour une bonne raison, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Donc c'est un peu en même temps dans l'écriture, il y a quelque chose du coryphée, enfin le porte-parole,
C'est un fantôme, hein. C'est un fantôme, oui. Et pour moi, c'est important, les fantômes. Vas-y, Ariane. Vas-y. Bon, pour moi aussi, c'est important les fantômes parce que moi, je suis d'origine napolitaine et chez les Napolitains, les fantômes, ils sont là. En tout cas, dans ma famille, moi, ils étaient beaucoup là. J'ai beaucoup vécu avec des fantômes. Et pour moi, les fantômes, c'est normal. Et ce qui est bien chez Sandra, c'est que il y a une chose que j'aime beaucoup dans les spectacles de Simon, c'est l'ouverture des spectacles de Simon. C'est vraiment, on va vous raconter une histoire, on va vous dire ce qui va se passer. On vous le dit. Le personnage vous dit, voilà, va se passer ça. Et après, vous voyez ce qui se passe. Et elle est là, et Sandra, là, elle dit, c'est la guerre, ça va être terrible, on va pas pouvoir y arriver. Et elle vous le dit. Elle vous dit tout au début. J'adore ça, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et après, elle est là, elle regarde tout le monde, mais il n'y en a qu'une qui la voit. Oui. C'est Doretta. Mais elle la voit parce qu'elle est venue la chercher. Oui. Donc, et l'autre, elle n'a pas obligatoirement envie de partir tout de suite. Donc, comme elles ont toujours eu un rapport un peu conflictuel, avec énormément d'amour, mais quand même un rapport un peu conflictuel, parce que l'autre, elle n'arrête pas, elle parle 7 langues, elle sait tout, elle me fatigue. Et là encore, en tant que fantôme, elle me fatigue, parce qu'elle sait tout, elle. Et au fur et à mesure, elle me dit de faire les choses, et en même temps, je les fais parce que c'est ma grande sœur, parce que je ne peux pas ne pas obéir à ma grande sœur, et en même temps, j'ai pas envie de la voir. Et en même temps, c'est elle qui m'est envoyée, avec beaucoup de douceur quand même, qui m'est envoyée pour que j'accepte de mourir. Et c'est ça qui est très joli, dans cette écriture-là. C'est que, encore une fois, tout se mêle. C'est-à-dire que c'est le fantôme comme le fantôme d'Hamlet, c'est-à-dire qu'on est en même temps dans le schéma vraiment des grandes pièces tragiques, mais on est encore dans la maison, dans le quartier, les sœurs, dans des rapports quotidiens, quasi. Et c'est ça la force de son théâtre. C'est vraiment la force. C'est vraiment ça qui fait que j'adore de travailler sur ces pièces-là, parce que Simon fait un truc que j'adore. Il rend à la culture populaire l'immense dignité qu'elle a, l'incroyable dignité qu'elle a. Et il ne faut jamais oublier que tous les auteurs classiques et autres, français entre autres, se sont toujours inspirés de la rue. Simon rend à la rue son élégance, sa dignité. Ce qui me faisait beaucoup rire l'autre jour, c'est que ici, il y a une dame, il y a eu une soirée avec la caisse d'épargne. Et après, donc on est allé à ce petit cocktail. C'était bien. Et il y avait une dame qui me dit, oh, vous savez, au début, c'était un peu difficile pour moi, parce que c'est vulgaire quand même. Je dis, c'est-à-dire, quand même, c'est grossier, c'est violent de cette grossièreté. J'ai dit, pourquoi vous préférez la grossièreté de la bourgeoisie, en douce, qui vous tue, qui vous massacre? Celle-là, ça parle, c'est vivant. Je préfère dire mon cul vraiment à quelqu'un que de dire, écoute, vraiment, je supporte absolument pas cette manière de parler, ce langage, c'est vraiment insensé, et qui vous exclut immédiatement. Quand ces gens se parlent, là, c'est ça qui est beau. Et c'est aussi l'invention langagière. Parce que, tu vois, tu dis que tu t'es arrivé à Marseille, tu as bien remarqué. L'oralité à Marseille, c'est inimaginable. C'est que ça invente tout le temps. Tout le temps. Je veux dire, je sais pas, je vais donner un petit exemple. Un jour, je vais voir concours de boules de pétanque à Marseille. Et il y a un monde fou. Et la finale, hein. Et le mec, il rate un but, enfin, il rate un point, quoi, vous voyez. Et du truc, il n'y a qu'à Marseille que je peux entendre ça, il y a quelqu'un qui crie « Et va te faire un brushing », quoi. Et où on entend ça ailleurs? Nulle part. Nulle
quand je joue avec Simon, il dit pas va te faire un brushing, mais il y a des choses dans la manière dont il écrit où c'est, voilà, pour moi c'est quasi naturel, vous voyez, c'est comme ça, c'est, voilà, il a une capacité d'invention dans son écriture, il donne à ses personnages, parce que, et c'est là aussi qui est la grande difficulté pour les acteurs. Parce que son langage, il est extrêmement poétique. Et donc les acteurs français, la France, qui veut toujours que le théâtre français soit un théâtre intelligent, où on vous fait comprendre, on vous fait sentir. Je veux bien la française. Et donc, du coup, c'est compliqué, parce que les acteurs français, avec la formation, là je parle de formation d'acteurs, on est, au début, ils veulent vous faire sortir la poésie. Mais c'est pas la peine. Il faut surtout pas faire ça. Il faut être complètement concret. Il faut avoir des pantoufles, il faut avoir les mains sales, et il faut transpirer. Et là, on joue Simon. Et là, la poésie de Simon s'entend. Mais sinon, quand on a fait, moi, quand j'ai commencé le dernier jour du jeûne, mais je me mets dedans. On a ramé, quoi. Parce qu'on voulait faire entendre la poésie. Mais la poésie, elle n'avait pas besoin de nous. Elle était déjà là. Nous, ce qu'il fallait, c'est mettre de la chair et du sang. Incarner. Être. Et pas jouer. Le problème, c'est le sens. Souvent, comme on ne fait pas confiance à l'auteur. Non, à l'interlocuteur, au locuteur ou l'interlocuteur, c'est-à-dire que c'est le locuteur qui fait la grandeur de l'interlocuteur ou inversement. Mais si quelqu'un d'intelligent me parle, j'essaie d'articuler des choses dans sa... Voilà, moi je fais attention à ce que je suis en train de dire là tout de suite. Et pourtant je ne fais pas d'effort, mais je fais attention. Et je pense que au théâtre, souvent on est attaché au sens en disant il faut que les gens comprennent. Mais les gens ils ne sont pas cons, ils vont comprendre. Juste dis ta phrase, ils mettront la... À force de mettre des virgules et des points partout, on cisaille le sens et surtout on impose le sens et aux gens. Et on a envie de dire mais dis ta phrase, c'est pas grave, je respire là, dis là, et puis les gens ils vont comprendre. Ils vont comprendre les gens. Et on a perdu la confiance en ceux qui écoutent ce qui est en train de dire parfois sur scène. Et de plus en plus d'ailleurs ça devient aussi des consommateurs plutôt que des âmes vivantes et respirantes et des esprits qui perçoivent les choses. Et voilà. Et parce que le moindre geste sur un plateau se voit. C'est vrai que si je suis en train de gigoter, ça se voit pas. Mais si je suis immobile et que juste je fais ça, ça va se voir. Et c'est pareil avec les mots. Et parfois, on est préoccupé à mettre des virgules et des points, à faire sens dans le sens, quoi. C'est-à-dire, tu l'as dit, tu n'as pas besoin de dire, oh, t'appuies encore, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et ça peut aller très loin et de rattraper ça. Mais bon, pour l'instant, l'équipe, ça va. Mais tout à l'heure, on parlait de fantômes. Et ça, c'était... On a plein de choses à dire là-dessus, les fantômes. Et tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose sur Sandra? Non. Non, enfin, moi j'aime bien les fantômes. Je pense qu'on travaille avec nos vivants et nos morts en même temps, et ceux à venir aussi. C'est l'avenir aussi. Moi, enfin, tout d'un coup, quand on parle des fantômes, ça fait peur, c'est macabre, mais mort, c'est pas même c'est mes morts, nos morts à nous, nos morts à nous communs. Dire, on a les photos des ancêtres, tout ça, c'est pas rien. D'avoir les photos des ancêtres, porter le nom de sa grand-mère ou le nom de son grand-père, c'est pas rien. Vouloir en changer alors qu'on devrait le porter, ça n'est pas rien. Parce qu'à un moment donné, on doit porter le nom de quelqu'un qui a porté sur son dos et tu te retrouves avec le même fardeau deux générations plus tard, avec le fardeau de ton grand-père qui s'appelait Simon, qui est sorti des génocides, qui était généreux, qui était bourré mais qui se battait bien quand il était bourré et qui donnait ses vestes quand les gens avaient froid. Et à force d'entendre ça, moi je faisais ça. Moi, quand j'étais môme, je me bourrais la gueule, je me tapais avec les mains et je donnais mes costumes à des gens qui avaient froid. Justement, ma mère m'a dit, oh, je dis, t'avais qu'à pas m'appeler comme ça. Elle me dit, c'est ton grand frère qui aurait... Enfin bon, ces histoires-là, mais je peux pas. Parfois, ma mère, elle fait des rêves, elle voit mon grand-père, Simon paternel, elle fait, il était là devant moi dans la chambre, debout, il pleurait, il avait la tête comme ça. Et avoir la tête comme ça, c'est le signe de l'orphelin. Chez nous, on dit si ta tête t'es pas orphelin, donc redresse ta tête. Il avait la tête comme un orphelin, comme ça, il me parlait comme ça. Je dis qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'y a pas de dire mais t'es folle ou quoi. Je dis et alors, il t'a dit quoi?
Il m'a dit il fallait que j'aille à l'église et faire enlever mes chaussures, enfin des trucs de folie, mais qui ont un sens en soi. Et je dis, et alors? Il me dit alors, je me suis levé, et puis avant il n'était plus là, j'ai juste entendu sa voix qui partait. Et elle a, ma mère, des visites de temps en temps, nocturnes, comme ça, en me disant, j'ai vu ton père, j'ai vu ta grand-mère qui l'aimait pas, qui me dit, viens avec moi, je vais t'emmener là où je suis. Elle disait, elle veut que je meure, je sais. Enfin, non mais ce qui est joli, c'est que ça continue, c'est comme quand quelqu'un dit le marc de café. Lire, c'est pas vrai, bien sûr que c'est pas vrai. Bien sûr que les gens ils disent, c'est de la merde, bien sûr que c'est de la merde. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un lit ton marc de café, il te dit, je vois quelqu'un de grand à qui tu tournes le dos, mais tu as tort de lui tourner le dos parce qu'il te veut du mal. Et toi, dans ta tête, tu fais quoi? Tu fais un grand, et tu fais, ah ben oui, sûrement lui. Et ça te fait partir sur toi, sur tes histoires à toi, ça te fait réfléchir à toi. Et puis, c'est que de l'imaginaire, en fait. C'est pas de la prémonition ou de la prédiction. C'est pas une pitié, c'est juste quelqu'un qui fait appel à ton imaginaire, à ton entourage, à tes actions, à ta vie à ce moment-là, ce que tu es en train de faire, elle te fait réfléchir sur ce que tu es en train de faire. Et souvent, il y a du méfie-toi. Moi, j'ai toujours grandi dans le méfie-toi. Putain, c'est fatigant. Hein. C'est fatigant. Ne fais confiance à personne et méfie-toi. Wow. Imagine-toi grandir comme ça. Méfie-toi des gens et ne fais confiance à personne. Mais parce qu'il y a le traumatisme, voilà, des gens qui ont été massacrés en Anatolie. Un jour, il y a à l'Élysée, je raconte l'histoire en vrai, parce que c'est drôle, un gars qui s'appelle Louis Joannet, qui était magistrat à l'Élysée. Et il me dit, Simon, c'était l'époque de Mitterrand. Et il me dit, et moi j'étais au Théâtre du Soleil, il me dit, il y a un colloque sur les génocides, si tu veux, je t'envoie une invite, tu viens. Je dis, ouais, les génocides, il y a évidemment la Shoah, les Arméniens, les Indiens et les Américains boycottent le truc parce que c'est... Vas-y, envoie. Envoie. Moi je suis au Théâtre du Soleil, et toujours un coup de fil, ta mère est à l'hôpital. L'autre, il a envoyé un motard. Le motard, il sonne à ma porte, ma mère elle ouvre, elle voit l'uniforme, elle tombe. Elle s'évanouit parce que l'uniforme représente pour elle l'oppression des gens qui sont venus chercher les Arméniens chez eux, les emmener jusqu'à la mort. Voilà. Et c'est resté, l'uniforme c'est quelque chose de très très... Il ne faut pas de proximité, il faut qu'elle soit très loin, l'uniforme, pour ma mère. Donc c'est des choses comme ça, quoi. Il y a une question? Oui, je voulais savoir pourquoi vous avez d'abord présenté l'envol de Cigogne et ensuite le dernier jour du jeûne. Parce qu'on avait un acteur qui ne pouvait pas être là. C'était pas une figure de style, on aurait préféré faire le contraire, mais notre David national n'était pas là, Ayala, donc on a dû l'attendre et faire ça. Voilà. David Ayala, donc le boucher. Vous avez des questions pour que... Alors j'avais une autre question par rapport à ce que Simon vous avez dit. Vous avez transmis quelle langue à votre fils? Français. Uniquement? On se parle arménien aussi, mais il parle surtout le français. Et on se parle arménien. On se parle arménien, et puis il apprend des bribes d'arabe parce que je suis arabe, mais déjà s'il apprend l'arménien, c'est bien. À un moment donné, vous savez quoi? Ça le regarde. Oui. Je sais pas. On a voulu le mettre dans une école arménienne quand il était minot, il n'était pas content, on l'a sorti. Et puis quand il a grandi, je dis écoute, tu as 13 ans, c'est ça que j'aime bien, quand les gamins ont 13 ans, on fait leur bar mitzvah, on dit maintenant c'est sur ta tête. Tes choix, ils sont tes choix, c'est pas mes choix. Je dis c'est ton choix. Tu veux apprendre l'arménien, tu auras à le faire. Mais me dis pas un jour, putain, mon connard de père il m'a pas appris, parce que là je serais pas content. C'est ton choix. À 13 ans, il savait choisir. Donc, c'est à lui de voir. C'est à lui de voir. Je ne vais rien lui imposer, moi. Madame? Excusez mon ignorance, mais c'est le Liban ou l'Arménie? Je ne sais pas. Alors, l'Empire ottoman s'étendait de là où vous savez jusqu'à où vous savez. Non. Bon, ça s'étendait des murailles de Chine jusqu'en Algérie. C'était le plus grand empire. Et dans l'Empire ottoman, vivaient, avant que les Turcs arrivent au XIIe siècle, vivaient des gens qui étaient des Kurdes, des Arméniens, des Alevis, non, même avant les Alevis, ils n'étaient pas là, des Chaldéens, des Juifs, sont arrivés les Turcs. Donc ils ont fait cet empire-là. Et quand il y a eu le génocide, il y a eu déportation à pied, et il y avait une communauté qui s'est formée au Liban, en Syrie, aidée par les protestants suédois et allemands,
ils ont aidé. Et certains sont venus à Marseille. Et de là, ils sont partis en Arménie. D'autres sont restés en France, à Marseille, ils sont remontés sur Valence, tout ça, machin. Mais grosse communauté arménienne, même avant le génocide d'ailleurs, à Jérusalem, à Alep. Les Alepins, les Arméniens de Alep, ils sont là-bas depuis le 4e siècle. Pareil, plus ou moins à Jérusalem, c'est une très vieille communauté qui est là-bas. Et au Liban. Il y a un quartier à Beyrouth. À Beyrouth qui s'est construit à Bouchamoud, c'était des marais, et puis ils ont reconstruit un quartier, mais dans l'espoir de retourner. Donc politiquement, ça s'est beaucoup formé là-bas. Mes parents étaient formés là-bas politiquement. Formés politiquement, ça veut dire ne pas oublier pourquoi on est en exil, quoi, et qui nous l'a fait. Oui. Moi, je voulais savoir à quel moment vous avez écrit vos pièces, parce que vous n'avez pas du Liban, selon ça, c'était pas loin. J'ai vu l'immigration libanaise à Damas, et l'actualité dont parlait Mme Fkari tout à l'heure, ce qui se passe à l'immigration. Donc, à quel moment vous avez situé vos pièces, l'envie d'écrire ce texte, vous avez lu, et peut-être aussi m'apporter avec les films de Robert Bédifiant, là, sur le quartier de Marseille, est-ce qu'il y a une connotation, quelque chose qui vient de là aussi, quoi. C'est deux Arméniens déjà, ça passe comme ça. Et puis après, le quartier, je crois que Robert et moi, on a une chose en commun qui essaie de la vie de quartier. C'est-à-dire qu'on a conscience que, comme vous disiez tout à l'heure, avec Patrick, le quartier, ça ouvre sur le monde, quoi. Si voilà. Et savoir d'où tu viens, qui tu es, quelles sont tes origines. Parce que moi, quand je suis allé au Liban, on a fait un film avec Robert au Liban, je l'ai amené dans mon quartier, il était super ému. Je dis, pourquoi t'es ému, Robert? Il me fait, c'est Marseille dans les années 50, ton quartier. Et parce qu'il y a quelque chose qui est dans la rue, qui est su. L'intime, c'est une pratique très fine dans les quartiers au Moyen-Orient. Il faut être hyper fin. Moi, j'étais à Tel Aviv, j'ai vécu la même chose dans les quartiers populaires, j'avais fait un film là-bas. J'ai dit, c'est comme chez nous, quoi. Les mecs, parce que tout s'entend, tout se dit, tout se sait. Voilà, tout se sait. Il n'arrive pas à payer l'école de son fils, tout le monde le sait. Sa fille a jeté son fiancé, tout le monde le sait. Mais il y a une chose qu'on n'entend jamais, c'est les parents qui prennent du plaisir dans leur chambre la nuit à faire l'amour. Jamais j'ai entendu quelqu'un, jamais. Ni chez moi, ni chez mes voisins, ni chez personne. Jamais. Mais des gens qui crient, qui disent « je vais te tuer !» Ça, je l'entends. Voilà. Donc l'intime, c'est vraiment, c'est pas une religion ou une espèce de chose de dire laisse-moi dans mon... Non, là tout est ouvert. Les bébés, ils sont chez les voisins, on ne paye pas de nounou chez nous dans nos quartiers. Il n'y a pas de nounou. Les enfants passent de bras en bras, quoi. Tu la gardes, tu le gardes. Les lessives, pareil, on fait les lessives ensemble, on fait les victuailles pour l'hiver ensemble, on se fâche, il y a des voisins qui ne se parlent pas depuis... Parce qu'un jour, il y a eu ceci, cela entre eux. Ma grand-mère, pendant qu'on faisait Pâques, elle n'avait pas d'argent, elle mouillait les plateaux, elle n'avait rien fait, hein. Elle n'avait pas fait de gâteau, mais elle mouillait les plateaux et les mettait au soleil. Pour pas que les gens sachent qu'on n'a pas fait de gâteau. Aussi, les Espagnols m'ont raconté qu'en Espagne, une fois qu'on a mangé, on se mettait à la fenêtre avec un cure-dent. Voilà, c'est pareil. Sur le papier, c'est pareil. Il y avait des Espagnols, il y avait des Polonais, des Italiens et autres. On savait tout de tout le monde, sauf ce que vous disiez, effectivement. On savait que l'un tel était avec l'autre, que la fille le vert avec l'autre. Bon, tout ça, on était au courant, sauf les cris, les râles, Mais oui, vos écrits sont venus à quelle période? 2008. 2008. Ouais. Donc c'était... Moi, j'avais écrit beaucoup avant. J'ai retrouvé mon carton et c'était vraiment pas bon, quoi, ce que j'avais écrit. C'est un truc d'adolescent boutonneux, comme ça, avec des phrases mielleuses, tout ça, machin. Je dis putain, j'ai écrit ça, mais en même temps, ça m'a fondé. Parce que j'ai réussi à reconnaître tout ce que j'avais besoin d'expectorer d'une manière merdique, on va dire, quoi. Il fallait la faire, cette merde. Et puis après, entre-temps, j'ai eu la pratique du théâtre, comprendre ce que c'est qu'une dramaturgie, un début, un milieu, une fin, une situation, à manger pour les actrices et pour les acteurs. Ça, je pense que j'ai commencé à comprendre avec Ariane Mnouchkine là-bas, puis j'ai développé, puis c'est des rencontres, et puis c'est de fréquenter surtout des gens plus intelligents que soi, ce qui n'est pas très difficile dans mon cas, mais quand même. Non, mais c'est vrai, parce que rencontrer des gens instruits qui te conseillent. Moi, régulièrement, je vais visiter Hélène Sixou, je vais la voir, et on parle, elle me parle, on se parle. Elle me dit, tiens, lis ça.
d'accord. Et c'est bien d'avoir... parce que la tendance serait d'établir un truc et puis de dire je vais rassembler une cour de oui-oui. Les oui-oui, c'est ceux qui disent oui à tout. Hein. Et ça, c'est oui. Là, c'est pas l'équipe que j'ai, c'est pas des capricieux, c'est des gens avec du caractère quoi, et leur propre intelligence. Et du coup, t'en sors grandi, quoi. Un petit peu quand même. Bah oui. Et surtout des gens qui t'apprennent des choses, quoi. Comme moi, je viens d'apprendre des choses là tout de suite tout à l'heure. Voilà, ne serait-ce que ça, mais parce que tu te dis, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Tu prends le temps. T'arrêtes de faire coin devant la télé, coin. Bah, tu prends un bouquin, tu le lis, tu stabilotes, tu comprends pas, tu téléphones, tu dis ça veut dire quoi, ça. Et tu prends des notes. Bon, c'est vrai que moi je lis pour mon théâtre, c'est-à-dire que je lis des ouvrages qui puissent me nourrir dans ce que j'écris. J'arrête. Ça fait 2 ans que j'arrive plus à lire pour le plaisir de lire, mais je vais m'y remettre là. Voilà. Et tu écris en ce moment? Non, en ce moment j'écris pas. Enfin, en ce moment. Non, j'ai un projet Quelque d'écriture, chose, j'ai 2-3 projets d'écriture, mais il faut que je voyage, que je lise, que j'aille un peu voir le monde et puis parler à des gens qui n'ont rien à voir avec moi et m'intéresser à ce qu'ils font, quoi. À des médecins, à des psychologues, à des aviateurs, à des boulangers, voir comment fonctionne, comment est constitué ce monde. Voilà. C'est la première fois que vous mettez sur scène vos écrits. C'est la 4e fois. Pardon pour mon ignorance. Tout va bien. Mais c'est la première fois, parce que c'est toujours une première fois. C'est pas une figure de style que de dire ça, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... En fait, périlleux. la trilogie, ce dont on parlait tout à l'heure, donc c'était Pénélope. En fait, il a tout C'est le écrit. dernier jour. Ça s'appelle Il a Pénélope. tout pas écrit dans le bon sens. Pénélope. Parce que sa trilogie, c'est Le dernier jour du jeûne, L'envol des cigognes et Pénélope. Or, il a commencé par monter Pénélope, Il y a 8 ans. après Le dernier jour du jeûne et maintenant L'envol des cigognes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est comme Star Wars. Voilà. Ouais. Oui, monsieur. Est-ce que chacun de vous, est-ce que vous êtes en colère? Moi, oui. Ah ouais, ça m'arrive d'être en colère, ouais. Non, mais pas. Est-ce que vous avez une colère qui monte? Continuer, c'est quoi le Ça fond veut de la dire question? quoi? C'est quoi? On peut être tous en colère pour des conneries. Ouais. C'est pas de ça. Est-ce que vous ressentez une colère qui monte, vous, dans le monde qui vous entoure? Est-ce que vous avez une colère qui monte ou est-ce que vous êtes serein, rassasié, je sais pas. Quel est votre état aujourd'hui dans ce monde? C'est dur. Je pense qu'on ne peut être que en colère, monsieur. Non? Ou mort. Absolument. On ne peut être que en colère ou mort. Non, c'est dur. C'est tout. Maintenant, si Je préfère la colère que la déprime. Je ne suis pas quelqu'un de déprimé, je suis quelqu'un en colère. pour répondre à Je votre suis en colère question, tout le temps. tout ce que je vais faire dans ce qui me reste à... Allez, j'aurais préféré écrire à 2 sur la balançoire, hein, je vous assure. Mais je ne peux pas me permettre de... Non mais c'est-à-dire que j'aurais préféré écrire des choses qui soient paisibles. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'apaisé parce qu'on ne me laisse pas le temps de l'être. Donc tout ce que je vais faire, tout ce que je vais écrire, ce serait pour réparer ce qui est en train d'être cassé. Pour empêcher encore plus de destruction et d'abîmes qui nous séparent de nous-mêmes. Bien sûr que je suis en colère. Bien sûr que j'ai envie de leur mettre des tartes dans la gueule à tous ces cons et à tous ces connasses. Mais les cons sont légion plus que les connasses. Bien sûr que je suis en colère, bien sûr. Mais ma colère, je veux pas la transformer en une mâchoire qui s'ouvre et qui se plante dans une gorge. Moi, ma colère, je vais la mettre sur mon papier, je vais écrire et dire aux actrices et aux acteurs, allons-y, quoi. Essayons de raconter 2-3 histoires qui puissent nous rappeler à nous-mêmes le temps d'une pièce de 2h30 et de partir et de refaire ça. Et hier, j'ai rencontré une classe de jeunes gens de 16 ans, mélangés des L, des pas L, des techniques, c'est un lycée polyvalent, le lycée Berthelot. Ça m'a rassuré, quoi.
comme ça m'a désespéré de voir des élèves du Conservatoire national d'art dramatique à Paris, de voir à quel point ils étaient plus là, quoi. Ils étaient plus là, ces gamins. J'en ai pleuré, je suis sorti, je dis Pierre, comment on va faire? Comment on va faire, putain? Regardez, ils sont déjà morts, quoi. Et hier, en allant dans ce lycée, ça m'a redonné de la force, pas de l'espoir, mais de la force. L'espoir, l'espoir pour moi, c'est la limite de la mort où on espère qu'une main divine se tende. Non, moi, j'ai pas d'espoir, moi. Moi, je suis un garçon combatif. J'attends pas le temps de l'espoir. Moi, je vais combattre. Donc oui, bien sûr que je suis en colère, que je trouve ça, l'injustice, je peux pas ne pas la voir. Je la vois, la veulerie, la vulgarité, je la vois. La démission morale et politique et intellectuelle, je la vois. Bien sûr que je la vois. Bien sûr que je suis en colère. Mais j'irai pas. J'irai pas ne pas transformer cette chose. Il faut que je la transforme en quelque chose qui soit lors de la pensée ou du jeu ou quoi que ce soit d'autre. Parce que finalement, c'est quoi le but? C'est de s'asseoir ensemble à une table, couper un morceau de pain, parce que je pense que la table est l'endroit le plus sacré que l'humanité ait pu inventer, où on jette les morceaux de pain, on casse le sel ensemble et on dit voilà, on est une civilisation. C'est ça pour moi le but suprême de tout ça. Donc je ne veux pas, par la colère extrême, détruire la table. Il faut que je la surveille et que je la sauvegarde, ma table. Et que j'en sois digne. Mais alors on revient au début. On a dit que c'est nos réactions qui sont mises en scène. C'est des archétypes, c'est toujours la même violence, toujours la même agressivité. C'est sans espoir, on ne changera jamais. C'est des archétypes, on est fait comme ça. Et l'histoire de la boîte. Et ça ne veut pas dire que c'est... Ouais, mais ça veut pas dire que c'est une vision d'horreur. On peut partir de ce postulat, de dire que les choses sont comme ça, établies depuis la nuit des temps, et que d'une certaine façon, elles se répètent de façon, aux quêtes, comme disait Lot. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on abandonne et qu'on dise que c'est fini et que tout ça ne sert à rien, que ça sera la même chose demain, après-demain, etc. C'est à chaque fois, peut-être, chaque génération peut témoigner par ses actes et ses engagements de ce en quoi on peut essayer de faire en sorte que ça soit un peu différent. C'est quand même un peu différent. La façon de vivre le monde entre aujourd'hui et ce qui se passait au Moyen-Âge, par exemple. On ne va pas refaire constamment le procès de l'histoire, de ce qui se faisait avant. Non, je parle au niveau de l'humain. Oui, mais l'humain, c'est quoi? Vous trouvez qu'on ne change pas? C'est vous qui l'avez dit. Oui. Non, on ne change pas au niveau de ce qui nous fait, au fond, intérieurement, hein, de la force de nos émotions, de nos engagements, etc. Mais à côté de ça, on change énormément. On a des tas de choses qui font... Enfin, je ne sais pas, moi, je regarde par rapport à mes gosses, par exemple, le fossé générationnel, comme on dit, c'est incroyable, quoi. Le monde d'aujourd'hui transforme les gens, transforme nos façons de penser, nos façons... On parlait des quartiers, là, par exemple, mais c'est... Qu'est-ce qui fait quartier aujourd'hui? C'est un truc incroyable, ça. C'est nos histoires. Mais je ne sais pas aujourd'hui si on pourrait dire des choses comme ça. Si on pense dans l'urbanisme, l'architecture des villes et des choses comme ça, est-ce qu'on pense l'importance de tout ça? Où on est en train d'insonoriser, de climatiser, le côté hygiéniste qu'on évoquait là, et puis la rue, il n'y a plus d'enfants dans les rues aujourd'hui, hein. Regardez les photos de Douaneau des années 50, simplement, où vous aviez, tout le monde était là dans la rue, et puis il y avait un espèce de tacite fonctionnement urbain, où il y avait une surveillance, la rue n'était pas dangereuse, parce que tout le monde se connaissait dans le quartier, puis il y avait les femmes qui étaient aux fenêtres, il y avait les petits vendeurs ambulants, il y avait un autocontrôle, une espèce d'homéostasie de tout son environnement. Dès qu'il y avait un individu qui n'était pas du quartier, tout le monde savait, tout le monde sortait, on regardait, on était attentif, ça se passait, quoi. Aujourd'hui, trouver les gosses dans les rues, Dolto racontait que quand elle avait 6 ans, elle traversait Paris pour aller à l'école. Aujourd'hui, sa mère, elle serait signalée à la DAS, quoi. C'est même pas imaginable. On n'a plus du tout de latitude et d'ouverture, parce qu'on a un côté complètement parano aujourd'hui. On a peur tout le temps, le monde est inquiétant, on est pris par tout ça. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne. Oui, bien sûr. Mais après, on l'a en nous, hein, parce que
dans ce qui est raconté, quand même, on voit que c'est un truc. Moi, je me suis dit, il est plus juif que moi, quoi. Parce que, enfin, il y a un truc où vous sentez que combien c'est difficile, quoi. Vous regardez les autres comme ça, il y a toutes les questions de rivalité, et qui sont là le fondement même de ce qu'on est. Mais ça, on en fait quelque chose. Et peut-être que c'est l'art et le théâtre et les maires qui arrivent à transformer ça, à apaiser ça. La question de la colère, je crois que ça a été repris, il dit « je ne peux pas être apaisé ». Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas la colère, hein, mais c'est difficile d'être apaisé, d'être en paix. Parce que c'est la guerre tout le temps, quoi, c'est le bordel. Mais à tous les niveaux, hein, on prend les trucs, il n'y a pas besoin de parler d'un pays en guerre. Hein, la guerre, regardez la politique aujourd'hui. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi. C'est pas imaginable. Regardez ce qui se passe là maintenant aujourd'hui. 2 attentats quand même. Comment? En France, 2 jours, 2 attentats. Ouais. Un dans un lycée et un sur un Dans le lycée, c'est pas un attentat. D'accord. Moi, je pense que l'attentat. Être apaisé, c'est dur, là. Oui, mais les attentats qui sont tangibles comme ça, on sait d'où ça vient et on peut les combattre. Mais il y a des attentats faits aux esprits et aux citoyens et à la citoyenneté qui sont quotidiens et que le mec il te dise yeux dans les yeux, j'irai jusqu'au bout. Après, je m'en fous, gauche-droite, c'est pas ça. Moi, j'attends. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lignage qui a été rompu depuis Mendès France, De Gaulle, Malraux. Je parle de la parole, donc de la pensée, donc de la vision que ces hommes et ces femmes se faisaient du monde, de l'utopie qu'ils avaient de ce monde et de l'après-guerre du CNR au sortir de cette grande catastrophe qui a été la guerre mondiale à l'intérieur, dans laquelle il y a eu cette grande catastrophe qui était la mort industrialisée de tant de juifs. Bon, ça n'est pas enfin, à un moment donné, bon, il faut le redire. Mais ce qui est là, c'est que tu as l'impression qu'avant, il n'y avait rien. Tu entends parler les mecs aujourd'hui, tu entends parler Macron, tu entends parler Fillon, et Mélenchon, que moi, je sais pas, c'est pas forcément la tasse de thé tout le monde. Et on lui reproche d'être trop poétique et trop machin, mais c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'entendre, on n'a pas besoin de chefs d'entreprise. On en a déjà plein, on va pas en avoir en plus au gouvernement. De dire, ouais alors qu'est-ce que tu veux faire? Toi, on va voir, on va faire. Le mec il te cause, mais il n'y a aucun souffle, quoi. Et c'est ça qui met en colère. Et en plus, les mecs ils sont comme ça, quoi. Et ils s'en battent les couilles, quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est ça qu'ils pensent. De nous, et c'est ça qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils mettent au pied, ils vivent au pied de la lettre le mépris du peuple, quoi. Et le peuple, d'ailleurs, c'est devenu un gros mot. Nous, on est des gros mots dans notre collectif à nous. Nous, mis collectivement, on est de la raclure, on dit peuple. Et ça les emmerde de dire peuple. Ils vont trouver bientôt un autre mot pour nous nommer. Et puis, madame, vous aviez l'air de dire, oui, je pense, sans citer le Moyen-Âge, par rapport aux femmes, quand même. Les femmes savent, en France en tout cas, ils ont une âme déjà depuis. Savent lire et ont envie de lire et ont envie. Enfin voilà, nous on le voit dans ce théâtre, voilà, qui est ouvert depuis, qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Il est toujours là. Et effectivement, on voit bien, puisqu'on mène beaucoup d'actions, ce qu'on appelle d'éducation artistique et culturelle, c'est un mot qui n'est pas très joli. Et qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que maintenant, la culture et l'éducation travaillent mieux ensemble qu'avant. Et c'est dans ce cadre-là que Simon, hier, il était au lycée polyvalent, etc. Et ça, c'est quand même une force importante. Il y a quand même ces dialogues qui sont possibles avec les jeunes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, au niveau de tout ce qu'il y a comme pratique, que ce soit artistique ou de spectateurs, on pourrait dire c'est beaucoup des spectatrices. Les femmes sont très moteurs, dans la relation à l'art, en tout cas dans le petit domaine que nous connaissons. Voilà. Donc il me semble que on a vu pendant 15 jours ces femmes qui étaient moteurs, matrices dans ces quartiers. Et bien maintenant, effectivement, moi je trouve que, bon, alors on ne vit pas les quartiers. Enfin, moi, je n'ai pas vécu les quartiers comme ça, mais j'ai vécu quand même l'émancipation des femmes. La jeune fille que j'étais au lycée, et je vois les filles actuellement au lycée, les filles qui sont en fac, etc.
tous les dialogues qu'on a, tout ce qu'on peut provoquer, il faut s'en saisir. De là où on est, chacun, on ne va pas se désespérer, quoi. On se dit, il y a notre marge de manœuvre. Il me semble que... Pardon, Ouais. ça c'est surtout peut-être chez vous, dans votre quartier, parce que moi, dans les quartiers que je traverse, je ne vois pas s'émanciper la femme. Oui, mais justement, il faut s'en saisir de ça. Nous, on travaille énormément. Nous, on travaille énormément avec des tas d'associations, énormément d'associations d'ailleurs, qui sont très souvent à l'initiative de femmes. Et c'est là où nous, on peut être. Mais je crois que chacun peut être là où il est. Parce qu'effectivement, si on s'arrête à ce qu'on voit en ouvrant la radio le matin ou en regardant les titres des journaux ou des hebdos, c'est épouvantable. Donc je crois que c'est un peu paralysant même. Donc voilà, il me semble que... Moi j'ai juste envie de... Vous savez, excusez-moi de vous dire ça comme ça. Vous savez, souvent, il y a des débats comme ça. Et effectivement, ce sont des questions récurrentes qui nous sont posées. Mais comment vous vous sentez à l'intérieur de la société? Moi j'ai juste une chose à vous dire. Fermez pas vos gueules. Parlez. Parce que c'est pas la peine d'attendre que nous on parle. Parlez. Parlez chez le boucher, parlez chez le boulanger, parlez partout, parlez chez le pharmacien, parlez s'il y a une fille qui vous trouvez qu'il y a un truc qui ne va pas, dites-le, parlez. Mais Ariane, on n'y va plus chez le boucher, chez les pharmaciens. Mais ben, chez le supermarché. Attendez, au supermarché. Mais allez-y, au supermarché. Allez-y. Mais je m'en fous, dans la rue. Parlez. Il faut parler. Il faut juste parler. Parler quand tu prends le bus, quand tu montes dans le bus, tu dis bonjour au conducteur. Si le conducteur ne te dit pas bonjour, tu lui dis pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Il arrête le bus. Non, c'est pas. Non, je te jure que non. Non. Je pense que la parole est fondamentale. Fondamentale. Et vous avez un gilet pare-balles quand vous sortez de chez vous? Mais j'ai pas besoin de ça. Mais je m'en fous. Et je verrai bien. Excusez-moi, c'est que nous, en France, on se targue d'être un pays qui est à la pointe du progrès, le pays des Lumières, le pays... C'est pas faux, hein. Mais il y a un truc sur lequel on est en retard, c'est la parité. Tant qu'on parlera de parité dans ce pays, c'est qu'on sera des arriérés. Le jour où on parlera plus de parité et qu'on dira plus, elle est ingénieure aéronautique, il fait le même boulot, il est payé 14 000 € par mois et elle 11. Voilà, tant qu'on sera là, on sera dans une mouise et ça descendra jusqu'au plus bas de l'échelle sociale où les gens marcheront sur la tête des femmes parce qu'elles ne sont pas respectées comme elles le sont dans les pays nordiques, c'est tout. Voilà. Après on dit oui, mais elles sont devenues hystériques, les femmes aux pays nordiques, machin, tout ça. Ou alors elles sont incompétentes, le mec il est incompétent. Et pourquoi on accepterait plus l'incompétence masculine que l'incompétence féminine? C'est quoi le problème? Et je pense que tant qu'il y aura de ces questions de parité, après la pauvreté, c'est la pauvreté. Les quartiers démunis, c'est les quartiers démunis. Les quartiers pauvres, c'est les quartiers pauvres. Et si on veut les désenclaver, au lieu d'en faire des enjeux politiques sécuritaires à chaque élection présidentielle ou législative, c'est une volonté politique de le faire, c'est tout, voilà. Et on a vu ce qu'a fait Sarkozy pendant des années pour ne parler que de lui. Quand tu allumais la télévision, tu voyais des pauvres policiers ostracisés qui couraient après des sauvageons noirs, arabes, machin. Et jamais on allait chez les Noirs, les Arabes, ou même chez les policiers, dire comment vous vivez, madame, monsieur, c'est quoi votre vie avec 1700, 1200 €, comment tu fais pour t'en sortir? Jamais ils l'ont fait, ils ont juste mis les oppositions et les peurs mutuelles. Voilà, moi, tant que ce sera ça, c'est un business. À un moment donné, c'est devenu un business, la misère. C'est un business électoral. On peut s'en défaire si on a envie de s'en défaire. Et c'est une volonté politique qui n'est jamais mise en pratique, c'est tout. Voilà, et c'est un chantier auquel les gens ne s'attellent pas, c'est tout. Voilà. Pourquoi il y a un quartier, pourquoi il y aura un quartier, j'aurais peur d'y aller, moi. Il n'y a pas un quartier, je devrais avoir peur d'y aller. Voilà, j'y vais pas parce que il faut y aller vivre à Goussainville. Moi, je viens de là-bas, j'y suis retourné à Goussainville. Attends, t'as pas envie d'y être, hein? Parce que déjà, comme tu disais, architecturalement, c'est un piège sans retour. Tu peux pas t'en sortir. Ou alors tu prends le train et tu te barres et tu reviens plus jamais dans ta cité de merde, quoi. Comment tu veux faire? C'est fait pour, d'ailleurs. Voilà. Bon, je vais boire une bière. Bon, merci à vous.